Bonjour, dans cette capsule, on va parler de la synchronisation entre les processus et threads. Donc, ce qu'on va voir dans la capsule, c'est les conditions de concurrence et comment est-ce qu'on peut assurer l'exclusion mutuelle. Donc, le masquage des interruptions, les instructions atomiques, les verrous actifs et les sémaphores. Dans d'autres capsules, on va plus parler des problèmes classiques de synchronisation. Donc, il y a une capsule sur le problème du producteur-consommateur, une capsule sur les lecteurs-rédacteurs et une capsule sur le problème des philosophes. Donc, pour commencer sur les conditions de concurrence. Dans un système d'exploitation multiprogrammé en temps partagé, plusieurs processus threads s'exécutent en concurrence. Le partage sans précaution d'objets en lecture et en écriture de variables, si on veut faire ça plus simple, le partage de variables en écriture et en lecture, peut conduire à des résultats incohérents, donc avec les race conditions. On va voir un exemple concret à la page suivante. Donc, pour prévenir les conditions de concurrence, une solution serait de permettre à un seul processus thread d'accéder à la fois en lecture et en écriture à un objet partagé, dans le sens qu'on veut que ces variables-là soient utilisées en exclusion mutuelle. Donc, voici un exemple avec un compte bancaire. On a un solde de 1000 $. Puis, supposons qu'on a deux clients qui ont accès au même compte qui font simultanément les opérations suivantes. Donc, on a à gauche la requête de A et à droite la requête de B. Ce qui est vraiment étrange, c'est que si on ne permet pas une utilisation mutuellement exclusive du solde, on peut arriver à un résultat de solde qui pourrait passer à 1100 $, 0 $ ou 100 $. Donc, on va voir les scénarios possibles. Supposons que B calcule le solde plus 100 $ en faisant l'opération plus égale. On va stocker dans un registre la valeur 1100 $. Juste après ça, A exécute la requête au complet. Donc, A fait un retrait de 1000 $, donc le solde passe à 0 $. B poursuit sa requête et pouf, on a computé, dans le fond, en faisant le plus égal, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke dans un registre le 100 plus le solde, c'est-à-dire 1100, puis dans un deuxième temps, on va le stocker dans la variable solde. Donc, on obtient solde égale 1100 $, ce qui est complètement farfelu. À droite, on a B, donc non, on a en bleu, donc A calcule le solde moins 1000 $, on a 0 dans le registre. B exécute la requête au complet, donc on a solde qui est égal à 1100 $, étant donné que la valeur de solde n'a pas encore été mise à jour par la requête de A. A poursuit sa requête et on tombe à un solde de 0 $. En vert, on a A exécute la requête au complet, donc 0 $ étant donné que c'est un retrait de 1000. B exécute la requête au complet, on a un solde de 100 $. Donc, aussi, on a un autre cas de figure. Donc, B exécute la requête au complet, on a 1100 $. A exécute la requête au complet, on a un solde de 100 $. Donc, là, on a vu très bien qu'il y a des cas, comme dans le cas du compte de banque, qui peuvent être vraiment problématiques. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer l'exclusion mutuelle? Donc, pour ça, c'est important d'avoir un peu de vocabulaire. Donc, une section critique, c'est une suite d'instructions qui accède en lecture et en écriture à plusieurs objets partagés. Qui doit être justement, quand on dit section critique, c'est qui doit être, on doit y accéder en exclusion mutuelle. Donc, on voit ici que la section critique, ça serait la mise à jour du solde dans le compte. Donc, chaque processus thread a ses propres sections critiques et les sections critiques des différents processus threads qui opèrent sur des objets communs doivent s'exécuter en exclusion mutuelle. Donc, 4 conditions sont nécessaires pour réaliser correctement une exclusion mutuelle à des sections critiques opérant sur des objets partagés. Donc, premièrement, deux processus ne peuvent pas être en même temps dans leur section critique, ce qui fait aucun sens. C'est en fait ce cas-là qu'on avait dans le compte de banque où plusieurs processus pouvaient venir jouer dans les registres en même temps. Deuxièmement, aucune hypothèse ne doit être posée sur les vitesses des processus et ni le nombre de processeurs. Donc, on ne peut pas dire, bon, supposons que le client B est toujours plus rapide. Ça ferait aucun sens comme hypothèse. Troisièmement, aucun processus suspendu en dehors de sa section critique ne doit bloquer les autres processus d'entrer dans leur section critique. Finalement, aucun processus ne doit attendre trop longtemps avant d'entrer en section critique. Ça, on appelle ça une attente bornée. Donc, première chose qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le masquage des interruptions. Donc, c'est pas quelque chose qui va être utilisé fréquemment dans ce cours-ci, mais c'est bon à savoir. Donc, on voit ici, on a local
IRQ save flags pour sauver les flags. Après ça, on entre dans une section critique, puis après ça, on restaure les flags. Donc, on restaure les interruptions. Donc, dans le fond, c'est qu'on empêche un processus d'être interrompu. Donc, tant que les interruptions ne sont pas réactivées, le processeur exécutant le code ne réagira pas aux événements, donc aux interruptions. Et le traitement en cours ne sera pas interrompu. C'est une façon de s'assurer qu'on ait seulement ce processus-là qui est exécuté. Par contre, c'est super dangereux de permettre au processus utilisateur de désactiver les interruptions. C'est pas quelque chose qu'on souhaiterait faire au niveau utilisateur. Donc, le masquage des interruptions est surtout réservé au système d'exploitation en soi. Fonctions atomiques. Donc, tous les systèmes d'exploitation ont un ensemble de fonctions qui sont exécutées de manière atomique, c'est-à-dire qu'elles accèdent en soi, en exclusion mutuelle, aux données qu'elles manipulent. Donc, ça fait un verrouillage automatique, si on veut, verrouillage si nécessaire du bus d'accès à la mémoire. Donc, ces fonctions sont utilisées pour réaliser des opérations atomiques sur des objets partagés, mais aussi pour implémenter des mécanismes de synchronisation. Donc, en fait, quand on a une variable, comme ici le solde, qu'on a vu dans l'exemple précédemment, qu'on veut qu'il soit seulement manipulé par un processus à la fois, on peut déclarer une variable atomique solde, qui va seulement, en fait, en soi, une variable atomique va seulement être manipulable par un thread à la fois. Donc, en librairie C, on va utiliser la librairie stdatomic.h qui offre plusieurs fonctions atomiques. Donc, atomic init qui permet d'initialiser une variable atomique, dans ce cas-ci qui serait le solde. Atomic fetch add pour additionner une certaine valeur à cette variable atomique-là. Subtract aussi, sub. Puis atomic exchange, donc qui permet de la modifier. T, en fait, c'est un type quelconque. Donc, ces fonctions réalisent en exclusion mutuelle des simples opérations, donc incrémentation, décrémentation, etc. On ne peut pas faire quelque chose de plus complexe que ça avec. Donc, on va voir un exemple d'utilisation de std atomique ensemble. Donc, on pose cette fonction-là, incdec, qui va permettre, dans le fond, d'ajouter, de faire un fetch add. Dans le fond, d'additionner ou de décrémenter, tout dépendant du signe de la variable x qui est donnée en paramètre. Donc, on a deux variables ici. Donc, on a une variable atomique a et on a une variable régulière, si on veut, b. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux threads. Chaque thread va exécuter la fonction incdec avec un paramètre différent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au début de main, on initialise notre variable atomique a à 0. Puis, en fait, notre variable b est également initialisée à 0. Donc, c'est ça. On a une variable atomique qu'on initialise à 0, notre b aussi. On a deux threads. Un va exécuter la fonction incrémentation-décrémentation avec des pas de 1 et l'autre avec des pas de -1. Après ça, on attend la fin des deux threads et on se termine. Donc ici, on remarque dans l'exécution à droite qu'à la toute fin, quand on voit ici main, on a toujours a qui est égal à 0. Ce qui fait parfaitement du sens. Il faut se rappeler que les variables atomiques sont, si on veut, avec un système d'exclusion mutuelle, un built-in. Donc, c'est normal qu'après avoir incrémenté ici je pense 100 000 pas et décrémenté de 100 000 pas, le A va toujours être égal à 0. Tandis que le B, qui n'est pas atomique, va varier. Donc, ce qu'on peut se demander ici, c'est comment est-ce qu'on peut exécuter en exclusion mutuelle des séquences de code. Donc, maintenant, on va voir les verrous actifs. Donc, un verrou est une sorte de jeton d'accès aux sections critiques qui partagent des objets. Seul le processus thread qui parvient à détenir le verrou va pouvoir exécuter sa section critique. Les autres qui arrivent après et qui n'ont pas le temps de prendre le jeton, si on veut, vont devoir tomber en attente que les processus qui sont en train d'exécuter leur section critique relâchent le jeton. Donc, un verrou a deux états. Un verrou est soit libre ou pris. Il peut être représenté par un entier. Donc, ici, on a intLock qui est égal à 0. On va voir 0 ou 1. 0 pour indisponible, 1 pour disponible. Donc, comme il est partagé entre plusieurs processus threads, la lecture et la modification de l'état ça doit se faire en exclusion mutuelle.
Parce que comme on a vu, quand on a plusieurs threads, ça peut invalider les résultats. Donc, un verrou actif, c'est une attente active. Donc, ça consomme beaucoup de temps CPU. On va voir plus tard des façons plus optimales de faire ça. Donc, on va regarder la fonction qui s'appelle test and set lock. Donc, l'attente active d'un verrou, le spin lock, peut être réalisée par une boucle while sur une fonction atomique qui lit et qui modifie le verrou. Donc, test and set lock, c'est une fonction atomique qui est dans le cas particulier de la fonction atomic exchange de la librairie std atomic. Donc, ici, on voit int test and set lock qui prend une référence à un lock. Donc, ce que ça fait, cette fonction-là, c'est que ça sauvegarde dans une variable temporaire R la valeur courante de lock. Ça met lock à 1 et ça retourne la variable temporaire. Donc, si lock est égal à 0, alors R va être égal à 0, lock va être set à 1 et test and set lock retourne 0. Si lock est égal à 1, alors R est égal à 1, lock on le met à 1, test and set lock retourne 1. Donc, la boucle qu'on va voir de test and set lock, l'attente active, while test and set lock différent de 0, va mettre en attente active l'exécuteur jusqu'à ce que TSL renvoie 0, donc jusqu'à ce qu'il ait obtenu le verrou. Donc ici, on a un petit exemple. Donc, on voit on a deux processus, le processus P1 et le processus P2. On a un lock qui est initialisé à 0. Donc, les deux vont faire la boucle while test and set lock différent de 0. Puis après, ils vont exécuter une fonction qui a leur section critique. Après, ils vont mettre le lock à 0. Donc, ce qu'on regarde ici, on peut regarder l'exécution qu'on a en bas. Donc, le processus P1 fait test and set lock. Lock, initialement, est initialisé à 0, donc il va être mis à 1, mais on renvoie 0. Donc, P1 entame la section critique de P1. P2 commence sa boucle while, tombe en attente active, étant donné que test and set lock va retourner cette valeur-ci, la valeur qui permet de rentrer en attente active. P1 va poursuivre et terminer la section critique de P1. P1 va mettre le lock à 0. Test and set lock, P2 va refaire une itération de sa boucle. Test and set lock, lock va être égal à 1, retourne 0. Donc, P2 peut entamer sa section critique et finalement remettre le lock à 0. Donc, la boucle ici, il est à noter que la boucle se répète tant que le processus n'obtient pas le verrou. Maintenant, il y a quelques problèmes reliés à ça. De un, l'attente active, personne n'est vraiment fan de ça vu que ça consomme beaucoup de temps CPU. On préfère des attentes passives pour pouvoir exécuter d'autres processus dans le processeur en attendant. On a un risque de boucle infinie si l'ordonnancement est préemptif et à priorité fixe. Pour tout ce qui est des ordonnancements, vous allez voir ça dans un prochain chapitre, mais dites-vous seulement pour le moment qu'il y a un risque de boucle infinie. Ici, on voit, supposons que P2 est plus prioritaire que P1. P1 accède en premier à sa section critique et l'ordonnancement est préemptif à priorité fixe. On a un problème ici, puis d'inversion des priorités. Donc, ici, on voit les verrous actifs de pthread. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez manipuler beaucoup, mais c'est quand même important de voir qu'il y a une implémentation avec pthread. Donc, en fait, les verrous actifs, on appelle ça des pthread spin lock. Puis, vraiment, ça fonctionne un peu comme ce qu'on a vu dans le pseudocode avec test and set lock. Donc, on peut le lock et le unlock. Entre ces verrous-là, entre ces fonctions de borne-là, il y a la section critique. Donc, maintenant, l'aspect le plus important du cours, c'est les sémaphores. Donc, on a vu qu'avec les locks, ce qui était dommage, c'est qu'on avait une attente active et qu'il y avait des risques de boucle infinie. Donc, on va pouvoir régler ça avec des sémaphores. Donc, un sémaphore, c'est un compteur entier particulier dont la valeur représente le nombre de jetons d'accès à un objet partagé. Donc, supposons un sémaphore qui est égal à 2. Il y a deux processus qui vont pouvoir le décrémenter pour entrer en section critique. Il y a une file d'attente qui sert à mémoriser les processus en attente passive du sémaphore. Donc, ça ne consomme pas du temps CPU. Et cette file d'attente-là, on peut soit l'avoir en FIFO, donc le sémaphore fort par défaut, ou LIFO, le sémaphore faible.
Les sémaphores sont manipulés au moyen d'opérations atomiques. Donc, il y a P pour demander un jeton et V pour libérer un jeton. Donc, comment est-ce que l'opération P fonctionne? Si la valeur du sémaphore est supérieure à 0, alors on décrémente la valeur du sémaphore, donc on obtient un jeton. Sinon, on transfère le processus appelant dans la file d'attente du sémaphore. Donc, il va basculer vers l'état bloqué et il va tomber en attente passive du jeton. L'opération V, quant à elle, si aucun processus n'est en attente du sémaphore, alors on incrémente tout simplement la valeur du sémaphore. On libère un jeton. Sinon, on transfère un processus de la file d'attente du sémaphore vers la file d'attente des processus prêts, dans le sens qu'on débloque le sémaphore selon FIFO ou LIFO qui était dans la file d'attente. Donc ici, on voit un petit peu un exemple. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un sémaphore qui est initialisé à 2. Il y a un accès qui se fait, donc qui décrémente à 1. Un autre accès ici, donc qui décrémente à 0. Quand en C ici, on essaie encore de le décrémenter avec P, on tombe dans une file d'attente. D essaye aussi de faire un P, donc il tombe dans la file d'attente. Après ça, C est libéré avec un V qu'on a ici. Donc C est libéré par FIFO, il sort et s'exécute. D par contre est toujours dans la file. Puis finalement, D va s'exécuter quand il y aura un autre V de S. Avec l'IFO, maintenant, c'est sensiblement le même principe, mais avec une pile différente. Avec une politique différente. Donc, on va parler maintenant du problème de famine. Donc, la famine est une situation dans laquelle un ou plusieurs processus thread n'ont jamais l'occasion d'accéder à une ressource partagée qui est protégée par un sémaphore. Donc, le risque de famine avec les sémaphores faibles, on peut avoir un exemple ici, on a 3 processus A, B et C qui utilisent un sémaphore binaire faible. Binaire, ça veut dire que le sémaphore peut seulement avoir la valeur 0 ou 1. Donc, il y a 3 processus A, B, C qui l'utilisent. On aurait famine si A détient le sémaphore, B, C il tombe en attente, avec C en tête de file, étant donné que c'est l'IFO. A libère le sémaphore qui est immédiatement accordé à C. Pendant que C est en section critique, A se met en attente du sémaphore. Donc, C libère le sémaphore, et étant donné que c'est l'IFO, ça revient à A tout de suite. Donc, on voit que si on continue comme ça, B n'a jamais vraiment la chance d'utiliser le sémaphore. C'est là qu'on arrive à un problème de famine. On va parler un peu plus en détail des sémaphores binaires. Donc, les sémaphores binaires ou les mutex sont des sémaphores dont la valeur maximale est de 1. Ils permettent d'assurer l'exclusion mutuelle à des objets partagés en bornant à 1 les accès simultanés à ces objets, comme on voudrait avoir, par exemple, avec le solde d'un compte. Donc, ce qui se passe ici, c'est on a 2 processus qui vont faire, avant de faire une section critique, qui serait ici, supposons que cette fonction, c'est ajouter $100 au solde, et ici, c'est retirer $100 au solde. On fait un P de mutex, supposons que c'est P1 qui commence en premier, il va pouvoir faire sa section critique. Si pendant la section critique, P2 tente de faire un P de mutex, il va tomber dans une file d'attente jusqu'à temps que la section critique soit terminée et qu'il y ait un V ici. Donc, les sémaphores qu'on va utiliser en laboratoire, c'est les sémaphores POSIX, donc la librairie sémaphore. Le type du sémaphore, c'est SEMT. Comment est-ce qu'on initialise un sémaphore? On utilise la fonction SEMinit, donc qui prend un pointeur vers le sémaphore, un booléen si on veut, 0 ou 1, si on veut le partager entre des processus, et un count qui serait une valeur initiale, qui est une valeur initiale. Pour détruire un sémaphore, on utilise la fonction SEMDestroy en passant le pointeur du sémaphore. Donc, comment est-ce qu'on utilise les opérations P et V avec les sémaphores de POSIX? Donc, l'opération P, c'est SEMWait, et on passe en paramètre le sémaphore. Puis, il y a une version non bloquante qui est SEMTryWait. Puis, il y a l'opération V, qui est SEMPost. Ces 2 fonctions retournent 0 en cas de succès et -1 en cas d'erreur. Donc ici, on a un exemple que je vous conseille de regarder sur GitHub, mais un exemple de mutex et de sémaphore.
puis qui représente en fait le temps qu'on passe réel dans l'espace utilisateur et dans l'espace système. Donc maintenant, il y a des exercices que je vous conseille de faire soit par vous-même, soit dans le contexte du cours. Mais c'est tout ce que je voulais vous dire pour la synchronisation aujourd'hui. Donc j'espère que cette capsule-là vous a aidé, puis à la prochaine.